Très bien. Donc, bonjour à tous. Merci à Beha, merci à Myriam, ainsi qu'à l'ensemble des organisateurs du CMF de m'avoir convié à ce congrès. Pour compléter les informations que le docteur Nouillac vous a transmises aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'OAT, mais donc sur un plan plutôt thérapeutique. Mais je suis obligé quand même de parler de diagnostic parce que je ne peux pas aborder en fait la partie thérapeutique si on n'a pas un certain nombre de définitions. Du coup, une oligoacénotératospermie est définie comme étant une diminution du nombre de spermatozoïdes, une diminution donc de la concentration de spermatozoïdes selon les seuils fixés par donc les normes OMS de 2021. La mobilité spermatique, lorsqu'elle est inférieure à 30% pour la progressive ou encore la totale inférieure à 40%, définit ce qu'on appelle l'asténozoospermie. La tératosospermie est définie par une diminution du pourcentage de forme typique lorsque le seuil est inférieur à 23% ou 4 pour le David modifié ou 4% pour la classification Kruger. Alors, chez l'homme, c'est pas compliqué. Ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut avoir deux grandes hypothèses diagnostiques. C'est-à-dire que lorsqu'on note une altération des paramètres spermatiques, il y a deux grands volets ou deux grands chapitres qu'il faut retenir. Soit l'usine se porte bien, elle produit suffisamment de spermatozoïdes. Quand je dis usine, ce sont les testicules qui vont produire suffisamment de spermatozoïdes. En revanche, il y aurait un obstacle sur les voies d'excrétion des spermatozoïdes, avec une diminution de la quantité des spermatozoïdes déversés dans l'éjaculat. On est plutôt dans le tableau obstructif, et c'est ce qu'avait développé le docteur Nouillac. A contrario, lorsque les voies sont perméables et que l'usine n'a pas tous les ingrédients pour pouvoir produire suffisamment de spermatozoïdes, on est plus dans le versant non obstructif, plutôt sécrétoire. Il est possible aussi d'avoir des tableaux mixtes entre les causes obstructives et non obstructives. Ce n'est pas exclu. Alors, ce que j'appelle l'approche clinico-radiobiologique, j'insiste sur cette partie-là, parce que, en fait, si vous voulez, quand on a une OAT, qu'elle soit obstructive ou non obstructive, il faut raisonner de trois façons. D'abord, donc l'approche clinique, c'est comme l'a expliqué le docteur Nouillac, c'est une approche par l'anamnèse, par l'examen clinique, radiologique parce qu'il faut avoir une bonne échographie et pas n'importe laquelle. Quand on évalue les testicules ou le scrotum, il faut une bonne imagerie. Et puis biologique avec la prescription d'un spermogramme, la fragmentation de l'ADN du spermatozoïde, le bilan hormonal et si besoin un bilan génétique. Du coup, donc là, le mécanisme d'une OAT peut être en fait global par des phénomènes d'hypospermatogénèse ou focalisé lorsqu'on a des foyers de spermatogénèse qui restent normaux. Alors, l'idée n'étant pas de balayer et de reprendre toutes les étiologies, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre d'étiologies qui seront à l'origine de ce qu'on appelle l'OAT non obstructive, plutôt sécrétoire. Donc on parlera des troubles de la migration du testicule, à savoir les cryptorchidies dans leur forme unilatérale ou bilatérale, les orchites inflammatoires, qu'elles soient bactériennes ou virales, les séquelles traumatiques post-torsion testiculaire, les varicocèles que l'on va détailler aujourd'hui, des causes génétiques, parfois dans la forme mosaïque du Klinefelter, les endocrinopathies, comme l'a évoqué également le docteur Nouillac, et puis les tumeurs testiculaires peuvent être à l'origine aussi, donc d'une altération des paramètres spermatiques, ça peut même être un mode de découverte. Donc une OATS ou une OAT, donc c'est une cause obstructive comme on l'a précisé avec un certain nombre d'examens, et j'insiste sur l'échographie, l'intérêt de l'imagerie. La non-obstructive avec le bilan hormonal, il est bien évidemment recommandé de faire également une échographie testiculaire dans le cas d'une exploration du non-obstructive, et puis un bilan génétique qui peut être également prescrit en dessous d'un certain seuil de la numération. Alors, pour parler de l'échographie testiculaire, j'y accorde énormément d'importance parce que le spermogramme, c'est le reflet donc, de la production des spermatozoïdes, mais il faudrait aussi que le biologiste ou même l'andrologue ou même le clinicien urologue ou gynécologue puisse avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe au niveau du testicule. Les testicules peuvent être évalués par une échographie testiculaire. Il faut y penser systématiquement lorsqu'on a un certain nombre de paramètres spermatiques qui se dégradent ou si on a deux spermogrammes avec des résultats plutôt perturbés, il faut y penser. Et en fait, cette échographie, elle va permettre d'évaluer l'écostructure du testicule, parce que l'écostructure d'un testicule nous permet aussi de savoir comment ce testicule travaille. Ça permet aussi d'éliminer des voies sur les voies séminales, ça permet de rechercher des microlithiases dans un contexte tumoral, ça permet d'éliminer des tumeurs testiculaires, de rechercher des varicocèles, et surtout, ça permet d'évaluer le volume testiculaire. Lorsqu'un testicule fonctionne normalement, le volume doit être normal. Un volume testiculaire doit être supérieur à 12 millilitres. Donc, quand on a des volumes testiculaires qui sont faibles, il faut penser à prescrire un bilan hormonal, voire un bilan génétique dans certains cas. Quelle démarche thérapeutique? Alors, pour rappel, ce que vient de préciser le docteur Nouillac, c'est que devant une OAT, il faut avoir une démarche plutôt
donc générale et étiologique. Dans la partie étiologique, on va détailler dans un petit moment, on va juste reprendre un peu, et pour consolider les données qui ont été transmises par le docteur Nouillac, donc les règles hygiénétiques. Ça, c'est indéniable, c'est indispensable. Le sevrage tabagique lorsqu'on a un patient fumeur qui est en cours de projet parental, la perte de poids, l'activité physique régulière adaptée, le rééquilibre du régime alimentaire, le rôle des antioxydants, comme l'a souligné le docteur Nouillac, un rééquilibre des troubles du sommeil, puisque la mélatonine stimulerait la spermatogénèse. Et puis, un élément très important, on n'y pense pas forcément, c'est que lorsque on note une dégradation des paramètres spermatiques progressive, il faut penser aussi à préserver la fertilité du patient. Très rapidement, l'idée n'étant pas de reprendre un peu l'intérêt des antioxydants, mais c'est juste que pour dire que, et pour appuyer encore une fois, l'idée étant en fait de prévenir ce fameux stress oxydatif dont tout le monde en parle, en évitant, et en luttant contre les facteurs de risque. Il y a différentes études avec des risques qui sont controversés, donc on est un petit peu dans l'embarras parce qu'il n'y a pas de standardisation de ces protocoles d'antioxydation, puisque les causes sont multifactorielles. Parfois, on controverse aussi l'efficacité de ces traitements, mais quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a une souffrance testiculaire qui est générée par ces ROS et donc qui mérite au fait d'apporter un apport en antioxydants. La posologie, nous, ce qu'on fait habituellement, c'est 3 à 6 mois sans dépasser les 6 mois pour éviter toute forme de surdosage. Et puis après, l'idée étant aussi de contrôler et de maîtriser les concentrations donc, physiologiques des antioxydants, puisque le corps en produit, mais il ne faudrait pas non plus créer un déséquilibre entre les pros et les antioxydants. Et puis, il ne faut pas oublier un détail, c'est que ça coûte cher pour le patient. Ce n'est pas remboursé par la Sécu. Et puis aussi, c'est des produits qui ne sont pas forcément disponibles sur le marché. Donc, il faut se les procurer quand même. Alors, pour le traitement étiologique, on va aborder 2 volets aujourd'hui. Donc, j'insiste sur la cause tumorale parce que ça serait quand même dommage de noter une dégradation des paramètres spermatiques confirmés sur plusieurs spermogrammes, et puis de ne pas penser à presser une échographie qui permet de mettre en évidence un nodule testiculaire. J'ai déjà eu affaire à ce cas de figure-là à plusieurs reprises, où justement on part d'emblée sur une file et puis on ne pense pas à faire une écho testiculaire et puis on passe à côté d'une tumeur stromale, par exemple. Donc quoi qu'il en soit, une cause tumorale, c'est un examen clinique, c'est un échodoppler scrotal, plus ou moins IRM prostatique, si l'échographie n'étant pas en fait suffisamment informative. On étudie également l'élastographie, ça permet d'étudier la dureté de la pulpe testiculaire et notamment de la dureté du nodule. Et puis, on n'oublie pas de doser aussi les marqueurs pour rechercher ces fameuses tumeurs testiculaires. Focus sur la varicocèle, puisque c'est cette partie-là que je voudrais détailler aujourd'hui. 2 façons de faire, 2 techniques de prise en charge, microchirurgie ou radiologie interventionnelle par la radioembolisation. Ne pas oublier le spermogramme de contrôle en post-embolisation. Et plus ou moins, on peut discuter de la place de l'hormonothérapie lorsqu'il y a un hypogonadisme qui s'installe. Et puis enfin, on abordera la partie... je reviens en arrière, sur l'OAT idiopathique avec les différents profils hormonaux et quelles sont les armes thérapeutiques dont on dispose aujourd'hui. Alors, petit rappel sur la varicocèle. La varicocèle, comme l'a expliqué le docteur Nouillac, c'est une dilatation anormale du plexus, donc des veines scrotales au niveau du plexus pompéniforme, au niveau du cordon spermatique, et très souvent, elle peut s'exprimer par une altération des paramètres spermatiques sur le plan biologique. Alors, ce n'est pas si rare que ça, c'est quand même 15% de la population générale masculine. Elle est retrouvée dans 35% des inféconds primaires, et ce qui est surprenant, c'est qu'on la retrouve très souvent dans 50 à 80% des infertilités secondaires. Donc en fait, c'est pas si rare que ça, il faut y penser. Et du coup, d'où l'intérêt en fait de l'évaluation et de la recherche de ces varices en consultation d'andrologie. Alors, pour rappel, et Nadia l'a expliqué en détail en fait, pour ce qui est en fait, du mécanisme physiopathologique, en gros, pour faire simple, il y a un reflux veineux par un tableau d'insuffisance veineuse au niveau des veines scrotales, avec une accumulation, une stase veineuse sanguine au niveau du scrotum. Je ne vous apprends rien, le sang veineux a une température qui est un peu plus élevée que celle que l'on devrait avoir au niveau testiculaire. On est autour de 34,5 au niveau scrotal. Et là, on apporte du sang veineux qui va stagner au niveau du testicule, avec un problème de stase veineuse, à l'origine d'une augmentation de la température localement. Alors, s'il y a de la stase, c'est que forcément, il y a une contrainte hémodynamique, il y a une pression scrotale, puis il y a des toxiques qui vont être libérés, et puis il y a un stress oxydatif qui est généré avec toute la cascade
de l'apoptose cellulaire, avec la fragmentation de l'ADN qui va être un peu plus importante. Et puis, du coup, c'est un testicule qui va travailler dans de mauvaises conditions. Alors la varice, ça altère la fonction exocrine du testicule, puisque le testicule a deux fonctions, endocrine et exocrine, donc la perturbation de la production des spermatos, mais ça va agir également sur la fonction hormonale du testicule. Alors, petit mot sur la clinique. Très souvent, c'est des patients asymptomatiques. Et d'ailleurs, ils disent tous la même chose, si j'avais su. Si j'avais eu cette information, peut-être que je n'aurais pas perdu mon temps. Donc, je pense qu'il y a quand même un travail à faire sur peut-être la prévention ou même sensibiliser les jeunes adultes qui ne sont pas forcément en couple pour leur dire, voilà, s'il y a une moindre douleur, une moindre gêne scrotale, une sensation de pesanteur, il faut consulter. Malheureusement, très souvent, ce sont des patients asymptomatiques et on découvre la varicocèle au décours d'un projet parental en PMA, puisqu'on sait qu'il y a une difficulté qui s'installe dans le projet. Alors, historiquement, on dit que quand il y a une varicocèle, ne pas passer à côté d'une tumeur rénale. Oui, on le comprend bien, parce que s'il y a un obstacle plus haut au niveau des veines, au niveau de la veine, au niveau rénal, ça peut entraîner un reflux veineux plus bas. Comment recherche-t-on une varicocèle? C'est un examen bilatéral, c'est un examen qui se fait en position debout et en position couchée, avec des mouvements respiratoires qui seront demandés aux patients, donc le fameux Valsalva, qui permettra de rechercher donc cette varice. Et puis on classe la varice selon la classification de Dublin, donc d'un point de vue clinique, avec les différents grades donc de sévérité, allant de 1 à 3, sachant que les 2-3 sont des varicocèles qui sont significatives. Alors, habituellement, il y a une échographie, il y a une classification donc, qui est dite clinique, mais à côté de ça, il y a aussi une classification échographique qui va nous permettre à l'échographie d'évaluer la sévérité de la varicocèle. C'est un exemple. En fait, là, c'est des consultations ou c'est des rendez-vous d'écho qui durent à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que c'est on prend le temps en fait d'évaluer le scrotum, de demander aux patients de réaliser des mouvements respiratoires en position couchée, en position debout, et puis ça permet en fait de grader de manière précise en fait la varice. Et comme vous le voyez, plus on avise dans le grade, et plus en fait c'est des varices qui sont significatives. Alors, qui doit-on traiter? Alors, dans un contexte d'infertilité, puisque c'est un peu ce qu'on aborde aujourd'hui, ce sont les hauts grades, donc selon la classification de Dublin ou de Sartesky, lorsqu'il y a des anomalies des paramètres spermatiques, lorsque la fragmentation est élevée, et lorsqu'aussi on a donc des douleurs qui peuvent s'y associer ou des échecs de tentative, on peut se poser la question sur l'intérêt de cette prise en charge. Hors contexte d'infertilité, ce sont des patients qui présenteraient des symptômes avec une varicocèle symptomatique ou une gêne esthétique ou plus rarement des tableaux d'hypogonadisme qui peuvent être décrits ou encore d'asymétrie testiculaire lorsqu'il y a une hypotrophie. De quelle manière peut-on traiter une varice ou une varicocèle? Il y a deux façons de faire. La radiologie interventionnelle, et comme l'a dit le Dr Nouillac, nous on a la possibilité et la facilité de proposer cette prise en charge à nos patients parce que c'est un geste qui est réalisé en ambulatoire. Le patient arrive le matin, il est libéré en début d'après-midi. Malheureusement, en fait, en urologie, nous n'avons pas de d'urologue andrologue qui pratique la microchirurgie subinguinale. Alors, l'efficacité, elle est équivalente, mais en tout cas, il n'y a pas de non-infériorité pour la radiologie interventionnelle. Et puis, ce qu'on avait constaté, c'est que lorsqu'elle est bien faite, cette embolisation, on note une amélioration des paramètres spermatiques avec un impact positif. Et je voudrais partager avec vous ce cas clinique qui nous a marqué. J'en ai en fait deux, que je vais rajouter le deuxième, parce que le deuxième date de la semaine dernière. Alors, c'est l'histoire de monsieur et madame D, 27 ans chacun. Donc, c'est une infertilité primaire de 12 mois. On les avait rencontrés en consultation en 2021. À l'époque, je me posais la question sur l'impact du Covid sur les paramètres spermatiques, raison pour laquelle j'avais souligné la vaccination contre le SARS-CoV-2. Madame a 27 ans, contrôleur de gestion, d'origine marocaine, pas d'antécédents médico-chirurgicaux, avec un comptage folliculaire autour de 14, une AMH à 4, un BMI à 21, des trompes perméables, voilà, tout est beau sur papier, on y croit. Monsieur a 27 ans, il travaille dans la finance, donc il est en position assise prolongée de plus de 7 heures par jour, il a un BMI à 26, il est d'origine algérienne, il ne fume pas, il ne boit pas d'alcool, et dans ses antécédents, on note une histoire de fissure anale, avec une histoire de constipation chronique, avec application de bouillotte chaude au niveau du périnée pour se soulager, parce qu'il avait tellement mal, et il n'osait pas consulter, qu'il mettait des bouillottes chaudes à effet chantagique. Le problème, c'est que c'est bien beau de se soulager, mais entre-temps, il déglinguait sa fertilité puisqu'il augmentait la température localement, au niveau testiculaire. Alors, je le confie à des collègues proctologues à l'hôpital Saint-Joseph qui l'ont pris en charge pour améliorer la symptomatologie, et puis je le revois par la suite.
Donc, au cours de la première consultation, j'avais des bilans qui ont été prescrits. J'avais 2 spermogrammes à 15 jours d'intervalle en mars 2021, sachant que j'avais pas d'événements intercurrents ou d'événements inflammatoires en amont de ces 2 spermogrammes. On avait noté une oligo-acénotératospermie sur le premier spermogramme et une cryptosospermie sur le deuxième spermogramme. Donc, je prescris une échographie testiculaire à ce monsieur, donc il la réalise en ville, et puis on note sur le compte-rendu examen scrotal dans la limite de la normale. Ni plus, ni moins. Je n'ai même pas les volumes pour ce patient-là, je n'ai pas de volume testiculaire, je n'ai pas de notion de varice, je n'ai absolument rien d'autre. Et du coup, je lui refais un examen, je l'examine en consultation, donc je vois qu'il y a 2 testicules hypotrophiques, et c'est là où ça m'interpelle, parce que en fait, l'échographie me dit que les volumes sont normaux, et puis moi je vois 2 petits testicules. Et puis après, je vois qu'il y avait un paquet variceux visible sur le testis gauche à l'effort en orthostatisme. Donc, je prescris quand même des bilans, des explorations, notamment bilan génétique, puisqu'une cryptosospermie, c'est une indication à réaliser un bilan génétique qui est revenu sans particularité, sans anomalie. Et puis, un bilan hormonal où on retrouve une FSH limite haute, 19, une testo totale à 4, une testo biodisponible à 1,56 qui était normale, une inhibine B qui est diminuée à 43, un estradiol à 19 et une prolactine normale. Et puis je refais l'échographie, puisque c'est moi qui lui ai refait l'échographie testiculaire à mon souris, et là j'ai une hypotrophie bilatérale, des volumes à 9,6 ml à droite, 7 ml à gauche. Je rappelle que le volume normal, le seuil c'est 12 ml. Donc on diagnostique une varicocèle bilatérale grade 3 à droite et grade 4 à gauche selon Sarteski. Et puis je le confie aux collègues des sécos pour une congélation de ses paillettes de spermatozoïdes dans un sécos francilien. Hein, ce qu'on craignait, c'était qu'il se dégrade davantage. Alors du coup, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemblait sur son échographie, avec de belles images de paquets variqueux au niveau péritesticulaire. Et ensuite, au staff, à l'époque, il y a 3 ans en tous les cas, on a décidé de prendre en charge le couple d'emblée par Fivixi. On propose une ICSI en juin 2021 sur un protocole antagoniste. 7 ovocytes ont été prélevés, 5 matures micro-injectés, 4 ovocytes vus fécondés à J1, clivage embryonnaire à J3, et puis on est un peu déçu parce qu'on retrouve à J5 avec des blocages embryonnaires, sans obtention de blastocystes à J5, J6, et on conclut à un échec de CP. Du coup, à la demande du couple, puisque je leur avais dit qu'à un moment donné, il fallait traiter cette varice. La patiente était réfractaire à l'embolisation. On enchaîne avec une deuxième tentative d'ICSI en septembre 2021. Hop, protocole antagoniste, 8 ovocytes prélevés, 6 matures micro-injectés, 5 vues fécondées, clivage à J3, exactement du copier-coller. Hein. Donc on est sur une deuxième tentative où on reprend exactement la même chose, le même schéma. Et puis on n'a pas de blastocyste à J5, J6, échec de CP. Et puis à un moment donné, on s'est dit il fallait quand même faire un geste sur cette varicocèle. Donc en novembre 2021, on décide de traiter les varicocèles en radiologie interventionnelle avant toute poursuite de la prise en charge. Je revois le patient 3 mois plus tard pour son écho testiculaire de contrôle post-embolisation, et là on note une nette diminution du calibre de ces veines scrotales. Je vous fais un petit retour en arrière pour vous montrer à quel point elles étaient dilatées avant, et puis là, on a une diminution significative du calibre des veines avec un minime reflux qui persistait à la fin du Valsalva, mais sans plus. Alors, la suite du cas clinique, c'est que j'ai demandé à ce patient de faire un spermogramme. Je l'ai fait trop tôt pour le coup, puisque je lui ai demandé de faire 4 à 5 mois après l'embolisation. Alors, on va peut-être pas très bien, mais on est sur une oligo extrême. Hein. Donc, on est sur du 88 spermatozoïdes par amel, 24% pour la vitalité, une mobilité à 8, et puis forme typique à 6%. Donc, on a conclu à une OATS extrême. Enfin, en tout cas, il était cryptose à un moment donné, et là, il remonte un tout petit peu. Et puis, à ce moment-là, on propose juste après cette embolisation, une tentative, donc en mars 2022. Et là, on est à 3 mois post-embolisation de varicocèle. Pareil, protocole antagoniste, 9 ovocytes prélevés, 7 matures micro-injectés, 5 ovocytes vus fécondés à J1, clivage embryonnaire à J3, et puis échec de CP avec l'impossibilité de proposer un blastocyste utile sur cette 3e tentative. Au résumé, on est sur 3 échecs de CP, 2 avant embolisation et 1 juste après l'embolisation. Et puis, 6 mois plus tard,
le couple nous annonce la survenue d'une conception naturelle en juillet 2022, soit 6 mois post-embolisation de varicocèle. C'est pour vous dire que ça ne sert à rien de s'acharner sur des protocoles de stimulation si on ne prend pas le temps d'améliorer la qualité d'un spermatozoïde. Parce que certes, on tient compte de l'âge de la patiente, mais si en face de l'ovocyte, il y a un spermatozoïde qui est abîmé, l'ovocyte ne sera pas capable de réparer un spermatozoïde qui sera endommagé. Donc il faut quand même accorder suffisamment de temps à un processus de spermatogénèse de se remettre d'une prise en charge de varicocèle, qu'elle soit faite par radiologie interventionnelle ou par microchirurgie, mais en tous les cas accorder le temps, et ce d'autant si le couple est jeune. Alors, le message clé que je renvoie aujourd'hui, c'est surtout que lorsque c'est des tableaux d'infertilité primaire, masculine, couple jeune, bilan initiaux, bilan féminin, OK, avec une altération des paramètres spermatiques, l'échographie et l'examen clinique ont toute leur place, à condition que l'échographie soit bien faite et qu'elle vous apporte un certain nombre d'informations que je rappelle, l'écostructure, le volume, le reflux au repos et également à l'effort. Et puis, bien évidemment, ça n'empêchera pas d'insister sur les règles d'hygiène, ça n'empêchera pas d'insister sur tous les facteurs environnementaux et les facteurs qui peuvent altérer ou générer donc un stress oxydatif. Et puis, bon, s'il n'y a pas de grossesse, à ce moment-là, on prend en charge, mais au moins on est sûr que les spermatozoïdes seront produits dans un environnement moins hostile et théoriquement, ils devraient être de meilleure qualité. Et puis, ne pas oublier aussi, c'est qu'il faut préserver la fertilité du patient en cas d'amélioration des paramètres spermatiques en post-embolisation. Alors, je sais qu'on est à court de temps, mais je ne sais pas si j'ai le temps de rajouter l'OAT idiopathique avec le traitement hormonal. Je peux? OK. Alors, 5 minutes. La dernière partie du sujet que je voudrais aborder avec vous, où ça reste très discuté. Hein, donc c'est vraiment le tableau de l'OAT idiopathique. Qu'est-ce qu'on entend par l'OAT idiopathique? C'est toute altération des paramètres spermatiques à l'exclusion de toute cause qui expliquerait en fait cette perturbation, ou elle peut être parfois séquelaire à une cause qui a été traitée, mais en fait il persiste une perturbation. Et donc, c'est une expression biologique variable. Qu'est-ce que j'entends par l'expression biologique variable? C'est que ça peut être une oligo isolée, ça peut être une térato isolée, une nécro isolée ou une OAT qui peut s'installer. Et dans ces cas-là, c'est des patients qui vont avoir un bilan hormonal à la limite de la normale. C'est des hypogonadismes normaux-gonadotropes ou à la limite, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs très souvent en constandro, et c'est la plupart aussi des patients que l'on revoit, chez qui on prescrit un bilan hormonal, c'est des tableaux d'hypogonadisme hypergonadotrope avec des tableaux d'insuffisance testiculaire. C'est pas si rare que ça. La problématique, c'est que depuis les années 90, depuis 2000, depuis l'apparition de l'ICSI, on a négligé quelque part la prise en charge de ces patients. Hein, on ne stimule plus la spermatogénèse, on se dit, de toute façon, le problème est réglé, allez hop, on passe en ICSI. Oui, mais bon, si on peut améliorer dans certains cas, en fait, la production des spermatozoïdes, il faut quand même se poser la question s'il y a possibilité de mettre en place un protocole de stimulation. Mais vous verrez que c'est pas si simple que ça. Alors pourquoi traiter? Pourquoi stimuler la spermatogénèse? Ça reste une alternative à la FIV-ICSI lorsqu'elle n'est pas possible, ou lorsqu'on a du mal, ou lorsqu'on ne peut pas l'envisager à moyen terme. On a parlé de la chirurgie bariatrique. Si la conjointe a une contre-indication clinique à une stimulation, on se dit peut-être pourquoi pas stimuler son conjoint si c'est possible, par exemple pour gagner du temps. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Donc, cette indication, cette problématique ou cette question autour de la stimulation, elle se fait pour pouvoir améliorer, pour proposer ce protocole-là comme alternative à la FIV-ICSI et pour augmenter les chances de grossesse naturelle. Alors, et puis ça permet, si la grossesse naturelle ne se présente pas, à ce moment-là, on se posera la question sur l'amélioration des paramètres spermatiques pour une prise en charge en AMP. Alors, petit rappel, je pense que l'idée n'étant pas de faire un cours d'endocrinologie ou de physiologie, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on comprend en fait l'axe hypothalamo-hypophysaire et quand on comprend comment agissent les gonadotrophines sur les testicules avec l'action de la LH sur la cellule de Leydig qui produit la testostérone et dont une partie qui est la biodisponible qui va quelque part stimuler donc la cellule de Sertoli pour entraîner en fait une spermatogénèse. Et ensuite, il y en a un rétrocontrôle qui s'effectue au niveau de l'hypothalamus et aussi au niveau de l'hypophyse. La Sertoli, quant à elle, elle est sous l'influence de la FSH pour produire également de l'inhibine B, qui est le carburant de la spermatogénèse. Donc, je n'irai pas plus dans le détail, mais à partir du moment où on sait qu'il y a des gonadotrophines qui agissent sur 2 types cellulaires et qu'il y a une sécrétion d'inhibine B et de testo-biodisponible, on peut comprendre le mécanisme d'action des différentes molécules qui sont proposées. Alors,
une Cochrane, donc en fait c'est une étude, une méta-analyse qui a été réalisée en 2013. Pour faire simple, ils ont évalué les résultats donc de plusieurs essais. Pardon, c'était la précédente. De plusieurs essais et du coup il y avait deux bras de patients, donc avec un profil OAT idiopathique, un bilan hormonal quasi normal. Ils ont traité un bras avec de la FSH seule versus le placebo et ils ont conclu à une amélioration des paramètres spermatiques dans le versant traité versus le versant non traité. Une étude également va dans ce sens, donc là pour le coup c'est une méta-analyse avec 15 études cliniques contrôlées randomisées et là on voit très bien qu'il y avait une amélioration du taux de grossesse naturelle dans les bras des patients qui ont été traités par FSH versus une amélioration du taux de grossesse par amélioration des paramètres spermatiques pour les grossesses en AMP. Alors c'est très discuté parce que si on fait une revue biblio, les résultats sont controversés et ça je le préciserai, c'est il n'y a pas de standardisation de ces protocoles et puis ce sont des populations qui sont plutôt hétérogènes. Mais grosso modo, on était plus dans le profil OAT idiopathique avec un profil hormonal plus ou moins correct. Pareil, là, je vous ai mis toutes les publications qui vont dans le sens de la stimulation et l'induction de la spermatogénèse au cours de ces 20 dernières années. Et puis, une publication ou plusieurs publications qui, quelque part, démontrent l'effet de la stimulation sur le taux de fragmentation d'ADN par des mécanismes qui ne sont pas forcément méconnu. L'idée est de se dire, c'est pas parce que la frag est élevée que je vais donner de la FSH, mais de se dire qu'il y a eu, c'était un retour de ces publications avec une diminution du taux de la fragmentation d'ADN chez certains patients présentant une OAT idiopathique. Alors l'hypothèse, c'est que la FSH en supra-physiologique stimulerait la cellule de Sertoli et développant des interactions avec la Leydig, augmentant la testostérone et améliorant ces phénomènes apoptotiques qui peuvent s'installer au niveau scrotal. Les guidelines de 2018 ne sont pas très clairs. Il n'y a pas de contre-indication à prescrire en fait l'hormonothérapie, notamment la FSH chez les patients OAT idiopathiques. Mais encore une fois, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de standardisation. C'est là où on est un peu freiné. On peut, mais prudence, il ne faut pas prescrire n'importe comment et n'importe quoi. Il faut revoir un peu les indications et la durée aussi de la prescription. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on fait si jamais on est amené à prescrire en fait une hormonothérapie? Alors ça, c'est une publication qui date de 2016. C'est une équipe française qui a repris un petit peu donc la prise en charge des patients hypogonadisme hypogonadotropes et les normogonadotropes ou hypohypergonadotropes. Et du coup, ils préconisent une durée de 12 mois pour les hypogonadismes normogonadotropes et les hypergonadotropes. En cas d'absence d'amélioration, au bout d'un an, c'est sûr qu'on va remettre en question l'intérêt du traitement, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des évaluations intermédiaires pour permettre de préjuger de l'efficacité de ce traitement. Ce sont des données qu'il faut moduler en fonction de l'âge de la patiente, de la réserve ovarienne et puis les autres facteurs de l'infertilité qui peuvent s'y associer. Comment initier ce traitement? Par un bilan pré-thérapeutique, donc avec un bilan hormonal standard, d'un dosage des PSA et une NFS hématocrite pour avoir une idée du profil du patient du profil biologique avant la mise en route d'un traitement. On contrôle à 1 mois, on contrôle à 3 mois et le spermogramme est réalisé à 3 mois et à 6 mois. Si on note une amélioration, ne pas oublier de congeler les spermatozoïdes. Si grossesse naturelle, ça répond à la question et autrement dit, on passe en AMP si on n'a pas les résultats tant attendus. Quel schéma? On ne sait pas. En fait, le schéma thérapeutique... Ah, d'accord, pardon. Très bien. C'est intéressant. Oui, mais on a un programme à respecter. Le schéma. Et des horaires aussi. Bon, je vais aller rapidement. De toute façon, il reste 2-3 diapos, pardon. Et donc, du coup, soit la FSH seule ou en association avec l'HCG, ou le deuxième schéma, donc on alterne les deux. Et dans les hypo-hyper, on peut discuter de l'intérêt du citrate de clomiphène et les anti-aromatases. Voilà, donc je vous ai mis ce mécanisme d'action en fait de la FSH et de l'HCG sur donc les cellules de Sertoli et de Leydig qui permettent d'améliorer les paramètres spermatiques. Donc là, c'est pareil, c'est cette étude biblio qui permet un peu de reprendre les différents protocoles qui sont proposés en cas d'hypogonadisme normogonadotrope et d'hypogonadisme hypergonadotrope. Encore une fois, ce n'est pas en fait, il y a rien de consensuel, c'est des résultats de retour d'études, mais c'est vrai que la tendance actuelle, c'est de se poser la question sur l'intérêt de la FSH dans le traitement des hypo-hyper ou des hyponormaux. Lorsque le bilan hormonal le permet. Le citrate de clomiphène, c'est possible, ça améliore les paramètres spermatiques, notamment lorsqu'on prévoit une biopsie testiculaire derrière, quand c'est des azoospermies.
Et puis, attention, il faut peut-être le prescrire, mais faire attention aux effets secondaires, notamment quand il y a une altération de la vision. Et puis, pour le citrate de clomiphène versus donc le anti-aromatase, c'est des résultats qui sont quasi similaires et avec des réponses plutôt variables. Je ne vais pas vous dire que ça donne forcément des résultats. Nous, l'expérience l'a complètement démontré. Donc, en gros, je vais aller directement à la conclusion. Le message qu'il faut retenir, c'est que la stimulation de la spermatogénèse fait partie des recommandations internationales. En France, on est hors 1mm. Nécessité de réaliser des études prospectives multicentriques pour confirmer ces propos. Et puis, l'idée aussi, c'est de standardiser donc, les protocoles de stimulation, revoir les indications. Et puis, quand c'est possible, ça permet de restaurer, en tout cas, une fertilité naturelle. C'est ce que décrit, en tout cas, ou c'est ce que dit la littérature. Et puis, le troisième ou dernier point, c'est un intérêt médico-économique. Quand on arrive à améliorer la spermatogénèse et on améliore les paramètres spermatiques, on peut peut-être pas espérer une grossesse naturelle en absence de contexte gynécologique. Et ça permet de faire moins de FIV et donc ou du moins la réaliser dans de bonnes conditions. Voilà. Merci de votre attention. Bien.